Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, dans le cadre de l'invité de ce 13h, nous sommes dans le bureau de M. Armand Ouedraogo, procureur général de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour. Monsieur le procureur, vous avez annoncé le début des procès concernant les mises en accusation avant la fin de la transition. À 2 semaines déjà et 2 jours de la fin de la transition, on n'assiste à aucun procès. Qu'est-ce qui justifie ce résultat? Merci. Effectivement, à un certain moment, c'est-à-dire quand nous avons commencé les activités au niveau de la Haute Cour de justice, c'est-à-dire exactement, c'était au mois d'août 2015, les premières inculpations, on a pensé pouvoir faire des premiers jugements avant la fin de la transition. Mais il se trouve qu'il y a des éléments qui sont intervenus entre-temps et qui ont nettement perturbé le cours du traitement de notre dossier. Et ces événements-là, c'est lesquels? C'est les événements des 16 et 17 septembre, comme vous le savez. Et nos enquêteurs ont été réquisitionnés pour faire la lumière sur le coup d'État qui a été perpétré à cette date. Et ensuite, nous-mêmes enquêteurs ont été réquisitionnés pour faire partie de la commission qui était chargée, dans un délai de 30 jours, d'établir un rapport situant les responsabilités, etc., pour le Premier ministre. Alors donc, nos dossiers n'étant pas prioritaires, compte tenu de cet événement qui est intervenu entre-temps, donc nos dossiers de poursuite ont été suspendus et vont reprendre après. Autrement dit, nous aurons souhaité pouvoir respecter le délai et juger certaines affaires, ne serait-ce qu'une affaire ou deux, avant la fin de la transition. Parce qu'il faut le dire, c'est grâce à la transition que la Haute Cour a vu le jour. On aurait souhaité que c'est sous la transition également que les premières affaires soient jugées. Malheureusement, notre calendrier a eu des impondérables qui ont bouleversé notre calendrier. Peut-être maintenant, c'est la prochaine législature, certainement, qui aura à juger ces affaires. Mais monsieur le procureur, au lieu de procès, on assiste à des mises en liberté provisoires. Alors, qu'est-ce qui justifie ce résultat assez mitigé? Et une mise en liberté provisoire s'impose lorsque le juge estime que la présence de l'inculpé dans la maison d'arrêt n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité. Ils sont à la prison, les juges ont fait des enquêtes concernant les affaires pour lesquelles ils sont là-bas. À un certain moment, lorsque le juge estime que le dossier est presque clos, on ne doit plus continuer à les maintenir outre mesure avant le jugement. La loi dit qu'on peut les libérer en attendant le jugement. Et puis cela répond à un grand principe universel de droit qui dit que toute personne qui n'a pas encore été condamnée doit être considérée comme étant innocent. Donc comme ils n'ont pas encore été jugés, quand ils sont en détention, c'est presque comme si c'était dans l'illégalité, parce que normalement c'est lorsque vous avez été condamné et jugé que la détention doit commencer à courir. Mais il se trouve que dans toutes les situations, on ne peut pas vous laisser en liberté, on ne peut pas attendre le jugement pour faire cette détention-là. Donc, mais quand vous êtes, le juge est obligé d'ordonner la détention préventive, quand les enquêtes prennent un certain tournure, c'est-à-dire qu'il voit que ça a passé, il peut décider de vous mettre en liberté provisoire et si vous viendrez répondre au jugement qui sera fixé ultérieurement. Alors donc, ceux qui ont été libérés, certainement, cela doit s'expliquer par l'avancement du dossier qui fait que leur présence n'est plus nécessaire. Et puis, en plus aussi, il y a certains également qui, sur le plan de la santé, ne se portent pas bien. Il y a certains qui ont passé des séjours dans des centres médicaux à Ouagadougou ici. Et les médecins ont fait des rapports pour s'inquiéter et pour décrire l'incompatibilité de leur détention par rapport à leur état de santé. Alors, donc ces deux événements accumulés l'un dans l'autre, bon, les juges ont estimé que vous pouvez les mettre en liberté provisoire, quitte à ce qu'ils viennent répondre au jugement à la date convenue. Alors vous parlez de procès déjà, en plus d'avoir été mis en accusation par le CNT ainsi que son dernier gouvernement, Blaise Compaoré, ex-président du Burkina Faso, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. À quand les procès pour ces mises en accusation? Oui, le mandat d'arrêt international concernant Blaise Compaoré, ça se relève du tribunal militaire de Ouagadougou. Donc ça ne relève pas de nous.
Mais il a été mis aussi en accusation dans le cas du CNT. Oui, Blaise a été mis en accusation dans le cas du CNT, mais les éléments contenus dans son dossier ne peuvent pas permettre actuellement de demander à ce qu'un mandat d'arrêt international soit demandé contre lui. Ouais. Mais par contre, au niveau du tribunal militaire, la procédure est certainement plus avancée, et donc ils ont pris les devants. Même s'il y a le tribunal militaire, avec la collaboration qui existe entre les juridictions, on pourra toujours l'entendre en temps opportun. Alors, monsieur le procureur, quel peut être l'impact de la loi d'armistice votée en 2012 concernant le président Blaise Compaoré dans le cadre même de la mise en accusation au niveau du CNT? Et concernant la mise en accusation par le Conseil national de la transition, Blaise ne bénéficie d'aucune amnistie. Parce que la loi à l'époque a dit clairement que l'amnistie va concerner tous les anciens chefs d'État de la période de 1960 à la date d'adoption de la loi d'amnistie. Et cette date-là, quand vous regardez, c'est le 12 juillet 2012. 12 juillet 2012. Alors que c'est les faits pour lesquels Blaise est poursuivi viennent après ça, cette date. Donc, c'est la période d'amnistie n'est plus concernée par ça. Donc, devant la haute cour de justice, Blaise ne bénéficie d'aucune amnistie. Monsieur le procureur, à la faveur des États généraux qui ont pris fin le 28 mars dernier et de la nouvelle loi portant disposition concernant le statut de la magistrature, avec à la clé un magistrat, un super magistrat qui n'est plus régi par la loi 013, mais maintenant qui dispose d'un statut particulier, est-ce une condition pour l'indépendance de la justice? L'indépendance de la justice, c'est un des éléments de l'indépendance de la justice. Parce que l'ancien statut de la magistrature était tel que l'autorité politique était même au cœur de l'activité judiciaire. Le président, de façon, était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice était le vice-président. Et les notations des magistrats, ce n'était pas le ministre de la Justice, etc. Donc les conditions n'étaient pas créées pour que le magistrat puisse exprimer son indépendance, puisque vous savez bien que l'autorité de tutelle avait une certaine hiérarchie directement sur le magistrat dans ses fonctions. Maintenant, avec la transition, et on a dit effectivement, la Constitution nous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Si le pouvoir judiciaire est indépendant, ce n'est pas le ministre de la Justice qui doit continuer à noter les magistrats, à les affecter, etc. Donc, il faut respecter d'abord l'esprit de la Constitution qui dit que les pouvoirs sont séparés. Et c'est dans ce cadre que la transition est intervenue pour relire la Constitution, pour dire maintenant les magistrats, ils ne sont plus gérés par le ministre de la Justice, ni par le chef de l'État. C'est le Conseil supérieur de la magistrature maintenant, qui est l'organe qui gère la carrière des magistrats. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, avec à sa tête le président de la Cour de cassation. Maintenant, ce sont ces organes qui vont gérer les magistrats. Maintenant, c'est un des éléments pour aller à l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est pas ça seulement. L'indépendance, également, il y a des conditions financières qui font que le magistrat puisse exprimer son indépendance. Si ces conditions financières également ne suivent pas, ça peut poser problème. Troisièmement, l'indépendance également, c'est d'abord une question aussi de vertu. C'est la moralité. Quelquefois, c'est le magistrat lui-même. Alors, donc, pourquoi l'aspect financier doit-il prendre le pas sur l'aspect vertu du magistrat? Non, je ne dis pas que l'aspect financier ne prend pas le pas. Ça dit, voici ces trois éléments concourent ensemble à l'impartialité du magistrat. Parce que quand on parle de l'indépendance du magistrat, l'indépendance, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, pour le magistrat, c'est d'être impartial. Mais pour être impartial, il faut d'abord être indépendant. Et donc nous ne sommes pas d'abord à cette première phase de l'indépendance-là, donc nous ne pouvons pas parler d'impartialité. Donc ces trois éléments, ensemble, créent les conditions de l'indépendance. Et ensuite, maintenant, pour l'impartialité, ça c'est un autre débat. Une autre question, vers l'établissement d'un code éthique et déontologique au niveau des magistrats afin que le justiciable, voire le citoyen lambda, obtienne justice. Et il existe déjà un code éthique et puis déontologique au niveau des magistrats. Mais on se rend compte que le problème, ce n'est pas l'existence du code. Le problème au niveau de la magistrature, c'est l'application effective de ce code-là. Parce que si vous partez et élaborer des textes de conduite,
Et pendant ce temps, il y a certains magistrats qui posent des actes qui sont contraires à la déontologie et qui ne sont pas sanctionnés. Et vous comprenez bien qu'en fait, on aura fait un texte, mais ça n'aura pas de sens. Et c'est quelquefois, je pense, à un problème au niveau de la magistrature. Les textes existent, mais les inconduites aussi existent, et puis ce n'est pas sanctionné. Alors, donc, il faut qu'on arrive à une situation, là, il faut faire la part des choses. Quand on est magistrat, on a selon nos statuts l'obligation de respecter un certain nombre de principes. Si ces principes ne sont pas respectés, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation disciplinaire, puisse faire son travail. Si le Conseil de discipline ne se met pas en œuvre pour rappeler aux uns aux autres qu'il existe, forcément, il y aura toutes les dérives. C'est ce que moi je pense. Je pense que le problème se situe à ce niveau. Il faut passer à l'application effective des textes. Donc il faut le Conseil de discipline pour tous les manquements des magistrats. Monsieur le procureur, nous sommes en 2016, alors vos vœux à l'endroit du personnel du monde judiciaire, mais aussi à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent. Merci. En tant que d'abord procureur général près de la Haute Cour de justice, j'ai des soucis. Parce qu'il y a une transition qui a réveillé un cadavre, qui l'a fait fonctionner. Il faut souhaiter qu'après la transition, le même entrain puisse continuer avec la nouvelle Assemblée, parce que la Haute Cour de justice dépend de l'Assemblée. Même financièrement, la Haute Cour de justice dépend de l'Assemblée. Il faut souhaiter qu'on n'arrive pas, sous aucun prétexte que ce soit, à arrêter cette machine qui a déjà démarré. Actuellement, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont été mises en accusation, d'autres ont fait la prison, mais certainement, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres délinquants, etc., des ministres qui sont impliqués, qui sont toujours en liberté ou bien qui ne sont pas toujours inquiétés. Simplement, c'est parce qu'il n'y a pas eu de recherche approfondie pour voir effectivement quelles sont les infractions qu'on puisse reprocher à telle ou telle personne. Et si on ne fait pas ce genre d'enquête, ce genre d'audit, obligatoirement la machine va s'arrêter et manque de matières premières. Alors donc il faut des moyens. Il faut faire des enquêtes sur la gestion de tous ceux qui ont occupé les premiers postes dans ce pays. Et puis ensuite, maintenant, demander à la Haute Cour de justice de juger ceux qui ont été épinglés. Autrement dit, au stade actuel, on crée à la limite une injustice si la Haute Cour de justice ne continue pas. Il y a ceux qui ont fait des bêtises pour lesquelles on a découvert. Et puis il y a ceux qui ont fait également, et on n'a pas découvert, et puis on n'a pas cherché. Ça fait deux sortes de citoyens, ça fait une iniquité dans le traitement des dossiers. Alors, donc c'est pour dire que, non, il faut souhaiter que ça a commencé, même sans la tradition, que ça continue, et mieux que ça s'améliore, parce que maintenant nous arrivons à des phases où il faut certainement beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'audits pour établir certains actes qui sont interdits. Merci beaucoup à vous, Monsieur Armand Ouédraogo, procureur général de la Cour de cassation et procureur près la Haute Cour de justice. Et c'est tout pour cet entretien. Rendez-vous est pris demain avec une autre personne pour en discuter encore plus amplement sur une thématique bien précise. Excellente suite de nos programmes sur la télévision Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Orodara et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.